Une entreprise française collabore avec la milice fasciste de Trump, la ICE. La ICE qui tue les innocents en pleine rue, rafle des enfants de 3 à 5 ans pour les mettre dans des centres de rétention qui ressemblent à des espèces de cachots horribles. C'est vraiment le fascisme by the book, ce qui se passe aux États-Unis. Et la ICE, c'est vraiment un peu l'équivalent de la SA pour Hitler, mais là, c'est la ICE pour Donald Trump, quoi. Enfin, c'est une dinguerie. Voilà. Pas besoin de leur expliquer, on en a parlé plusieurs fois, etc. Mais là, du coup, il y a Capgemini, qui est une entreprise française, une boîte de conseil en informatique, etc., qui, du coup, ça a été révélé, travaille pour la ICE. Voilà, donc c'est la honte de fou, quoi. Donc beaucoup de salariés de Capgemini, notamment la CGT, d'ailleurs on a la chance d'avoir le co-secrétaire de la CGT Capgemini dans le chat, Sebzer. Dis bonjour Sebzer, dis bonjour à la caméra, dis bonjour à YouTube. Donc on va pouvoir, il pourra apporter quelques petites précisions dans le chat aussi. Mais voilà, au moins la SA a montré son visage. Je suis pas sûr que de dire la ICE c'est encore pire que la SA soit un angle d'attaque forcément bien. En vrai, bon, ça va. Osons doser quand même, osons doser. Mais bref, voilà. Donc on va parler de ça, on va lire un article du Monde du coup qui parle un petit peu de tout ça, et ensuite on lira le communiqué de la CGT Capgemini, et puis on pourrait peut-être essayer d'en parler un petit peu avec Sebzer. Voilà, il est là, il est dans le chat, il est juste là, regardez. Il est ici. Il est VIP dans le chat parce que c'est un pote, on s'est vu plusieurs fois. Notamment la fois qu'on s'est vu, c'était à la fête de l'humain. Très sympa. Voilà. On s'est vu 3 fois Sebzer, non? Ou 2 fois? Non, on s'est vu 3 fois, on s'est vu 3 fois. Voilà, il était l'heure de finir mon café. Donc c'est parti, on va commencer en lisant l'article du Monde, et puis voilà. On y va. Capgemini dans la tourmente pour son travail avec l'ICE, la police de l'immigration américaine. Une filiale américaine du groupe de services informatiques très impliquée auprès du gouvernement aide à rechercher les personnes en situation irrégulière pour le compte de l'ICE. Alors je tiens à préciser aussi, Capgemini c'est la boîte dans laquelle travaillait, mais il n'est plus à Capgemini, Capons, notre modérateur historique qui là modère plus beaucoup parce que il est en... Il est où là? Il est au Vietnam actuellement. Bon, c'est pas le seul pays, mais il se fait 6-8 mois avec sa meuf d'année sabbatique un peu. Donc il a quitté son taf et là il est actuellement au Vietnam en vacances avant de revenir et probablement faire des gosses comme un gros trentenaire. Si tu nous regardes, Capon, salut. Donc lui aussi était à Capgemini. Voilà. Dommage, il est parti au mauvais moment. Bah ouais. Moi je pense que là il va pas se faire recruter parce qu'à côté de ça en plus il y a un plan de licenciement chez Capgemini, quoi. Bon, voilà. Mais là on va surtout parler de la ICE. Donc le directeur général de Capgemini, Ayman Ezzat, au Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le 22 janvier 2026. J'y ai bossé aussi, j'ai tenu tout juste 1 an. Ouais. Après, Capon, il n'avait pas trop du mal à tenir parce qu'il était vraiment payé à rien foutre. C'était le planqué originel, contrairement à ceux qui travaillent vraiment comme Sebzer. Voilà. Bon, bref. Allez, on va lire tout ça. Après l'annonce, mardi 20 janvier, d'un plan de réorganisation pouvant conduire à la suppression de 2400 postes en France, c'est beaucoup, hein. Plan de licenciement avec 2400 postes en moins, c'est beaucoup, hein, c'est vraiment pas rien. Je sais pas c'est quoi la masse salariale de Capgemini en France, mais ça fait quand même bien fondre le truc. Bah toi tu dois avoir l'info, Sebzer. Il y a combien d'employés en France chez Capgemini? Pour savoir après 2400, ça représente combien? Si t'as l'info, je veux bien que tu le dises dans le chat. Moins 7% de la masse salariale. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est presque virer un employé sur 10 en France, quoi. Pas loin d'un employé sur 10. 2400 sur 35 000 salariés en France. Ah ouais, c'est chaud. Ok. Bah, il a bien fait de partir, Capence, parce que lui, typiquement, dans le plan de licenciement, je pense qu'ils auraient vérifié, ils auraient dit, mais attends, mais lui, ça dégage en fait. Il dit, il a rien branlé celui-là. Ok. Bien vu, mais Capons, il a le flair. Il a le flair. Avec le monde du travail, il arrive à embobiner tout le monde, faire l'anguille et puis s'en sortir, alors que c'est de l'arnaqueur originel. Hein. Trop fort, Capons. Il a même pas fini son école. Il a réussi à se faire embaucher en CDI chez Capgemini parce qu'il avait fait un stage chez eux. En étant genre, si, je suis ingénieur et tout. Et puis au final, il a même pas fini son école. Il a pas fait la dernière année. Il a quand même réussi à choper un CDI en se faufilant. Après, il a été méga planqué pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et il s'est barré juste avant qu'il se fasse probablement virer de toute manière parce que ça a commencé à virer un employé sur 10, quoi. Il faisait quoi officiellement dans la boîte? Il faisait des trucs en architecture réseau et tout. Mais c'était pas mal. C'était pas du dev. C'était pas mal un peu en mode maintenance des architectures réseau, des trucs de migration de serveurs et des trucs, quoi. Donc c'est des métiers où parfois de toute manière effectivement t'as rien à faire et t'attends qu'on te demande de faire un truc. Mais lui c'était abusé, quoi. C'était vraiment, il était un peu payé à rien foutre. Mais force à lui, hein, tant mieux. Il a réussi à les arnaquer un peu le temps qu'il a pu et puis hop là, il s'est barré au bon moment. Mais il aurait pu gratter des indemnités, remarque. Ouais, c'est un vrai malin. Mais il pouvait pas prédire l'avenir. Bon bref, peu importe. Mais ouais, 7% de la masse salariale en moins, hein. C'est grave, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Un employé sur 10 quasiment. Enfin, pas très loin d'un employé sur 10, quoi. Et bah. Ok. Le groupe de services informatiques Capgemini traverse une nouvelle crise liée cette fois à son travail pour la police fédérale de l'immigration américaine, la Immigration and Customs Enforcement,
la tristement célèbre ICE, qu'on ne présente plus. Cette dernière est vivement remise en cause pour ses méthodes après la mort de 2 citoyens américains, René Nicole Goode et Alex Pretty, survenus lors d'opérations menées ces dernières semaines dans le Minnesota. Donc on va pas refaire toute l'histoire, vous connaissez. Le média en ligne, l'Observatoire des multinationales, a révélé mercredi 21 janvier, c'était hier, non, c'était mercredi de la semaine dernière, ça date un peu, non, c'était il y a une semaine, que Capgemini Government Solutions, une entité américaine du groupe français, s'était vu attribuer le 18 décembre 2025 par l'ICE un contrat de 4,8 millions de dollars, soit 4 millions d'euros. Son objectif, clairement indiqué dans le document publié par l'Agence fédérale américaine des achats, consiste à, je cite, obtenir des services de recherche de personnes, skip tracing, pour les opérations d'exécution et d'expulsion. Ok, donc c'est un truc de surveillance pour tenter d'aller organiser des rafles. On peut le présenter comme ça. Je pense qu'on peut le présenter comme ça. C'est pas déformer les propos que de dire que Capgemini, entreprise française, a proposé des solutions de surveillance pour pouvoir organiser des rafles. Parler de rafle pour ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment le mot dédié. Il y a vraiment un mot pour ce qui se passe avec la ICE aux États-Unis, c'est des rafles, quoi. À la fois dans l'idée, parce que c'est aller chercher des gens pour les foutre dans des centres de rétention et de manière hyper autoritaire et déshumanisante, et la manière dont c'est fait, la forme que ça prend, avec des espèces de milices paramilitaires armées qui tuent en toute impunité. Si ça, c'est pas une rafle, je ne sais pas ce que c'est qu'une rafle, hein. Vraiment. Ok. Il y a aussi des contrats pour la gestion logistique des camps de rétention. Et la logistique des transferts de prisonniers. Waouh. Mais j'ai eu un témoignage d'un Français qui s'est retrouvé dans un camp de rétention. C'était un Français qui était, je sais pas, juste son visa a pas été renouvelé tout de suite. Il devait bosser avec une green card là-bas ou je sais pas quoi. Le visa a pas été renouvelé. Il s'est fait attraper par la ICE. Il a passé genre un mois ou un truc comme ça en centre de rétention. Et il a fait un témoignage. Et c'est vraiment en mode, c'est des camps, quoi. C'est vraiment des camps. Il est en mode, on est entassés les uns sur des autres, on est menottés, les pieds menottés, il y a des lumières qui y restent toute la journée. C'est vraiment en mode, c'est des conditions de rétention, c'est des lieux de privation de liberté, mais c'est hardcore de fou, quoi. C'est hardcore de fou. Ils foutent des familles avec des gamins de 3, 4, 5 ans dans des camps comme ça, quoi. C'est horrible. Et donc Capgemini bosse aussi dans là-dedans, quoi. La gestion logistique des camps de rétention. Donc la gestion des gens qui sont prisonniers dans des espèces de camps en vue d'être expulsés, déportés après avoir été raflés, quoi. Et c'est des trucs privés en plus, hein. Sachant qu'en plus, il s'était targué d'avoir fait un nouveau camp en Floride qui s'appelait Alligator Alcatraz, c'était ça le surnom, des espèces de cages dans un bayou en Floride avec des alligators autour, comme ça on est sûr qu'ils ne peuvent pas s'échapper, quoi. Et ils communiquent énormément là-dessus aussi. Voilà, cette espèce de déshumanisation qu'ils font. C'est fait exprès pour dire regardez comment on les maltraite ces gens-là, ils n'ont rien à foutre. On va décourager les autres d'essayer de venir aux États-Unis. C'est waouh, c'est tellement le fascisme, quoi. Voilà, c'est vraiment le fascisme. By the book, quoi. Quelle horreur. C'est un peu comme ce qui se passe avec nos bons vieux centres de rétention administrative en France aussi, hein. Voilà, encore une fois, il y a une continuité entre la politique migratoire française et européenne et ce qui se passe aux États-Unis. Mais quand même, il y a un ou deux crans au-dessus aux États-Unis dans la forme que ça prend et dans la communication en plus, qui utilise le pouvoir trumpien pour mettre en avant son autoritarisme et s'en targuer, quoi. Vous voyez. Ah là là, c'est vraiment désespérant, quoi. Bref, en tout cas, Capgemini, ok, super. Révélé à la fin d'octobre 2025 par le média américain The Intercept, le document d'information transmis par le département de la sécurité intérieure des États-Unis, qui chapeaute l'ICE aux entreprises intéressées pour mener ce travail de skip tracing, promet, je cite, des primes financières ou des ajustements tarifaires fondés sur le taux de réussite du fournisseur dans la vérification des adresses des étrangers et la livraison de documents. De même, les bonus sont, je cite, échelonnés en fonction du nombre de vérifications réussies et de livraison de documents effectués dans les délais convenus. D'accord. C'est en plus, si on arrive à rafler un maximum de familles avec ça, on vous donne un petit bonus et vous gagnez un peu plus de thunes, quoi. C'est grave. C'est extrêmement grave. Salut Drakeos, comment ça va? Ainsi, plus Capgemini et les autres prestataires de l'ICE font remonter des informations aux autorités, plus leur rémunération augmente. Selon The Intercept, sur la base des contrats publiés par les agences américaines, CGS, donc CGS c'est l'entité de Capgemini qui fait ce truc de skip tracing aux États-Unis, du coup là, c'est ce qu'ils expliquaient, Capgemini Government Solutions. Donc selon The Intercept, sur la base des contrats publiés par les agences américaines, CGS serait l'entreprise qui pourrait tirer le plus profit du programme, évoquant une somme maximale de l'ordre de 365 millions de dollars. Combien? Ah ouais. Alors rappelle quand même que quand Trump a été élu, il a créé un truc qui s'appelait le Department of Government Efficiency.
Voilà, le Doge, hein, ça s'appelait en référence au même. C'était le département d'État, donc en gros c'est comme un ministère mais version américaine, qui était présidé par Elon Musk, et le but c'était de chercher un maximum d'économies dans l'État fédéral parce qu'il y a plein de millions qui partent on sait pas où et c'est pas normal, il faut ratiboiser tous ces fonctionnaires qui ne servent à rien. Et c'était vraiment l'idée, hein. L'idée c'était en genre oh la dépense publique c'est n'importe quoi, alors qu'en pourcentage de PIB la dépense publique américaine elle est basse, hein. C'est un pays très libéral quoi. Par contre, filer des primes de l'ordre de 365 millions à une boîte française pour pouvoir mieux tracer, pour pouvoir faire du skip tracing, pour pouvoir faire de la logistique de camps de rétention horribles, et pour pouvoir mieux rafler des gens, dont des enfants. Alors là, la dépense publique, c'est pas un souci, hein. Vas-y, prends ton chèque, prenez vos milliards, les entreprises de la tech. Il y a pas de souci, quoi. Waouh, c'est grave. C'est très très grave ce qui se passe là-bas. Dinguerie quand même cette histoire. Je le fais pas dire d'Archéos, hein. C'est fou, quoi. C'est quoi ça? Pétition, fin de la collaboration immédiate entre Capgemini et ICE? Ok, bon, on en parle juste après. On en parle juste après. Sebzer. Merci, hein. Merci pour d'être sur le chat, hein. Franchement, c'est trop bien de t'avoir sous la main. Ça permet d'avoir des trucs en plus. Trop cool. Je le mets là. Hop là. On va foutre ça ici. On finira par la pétition. Ok. Allez, on continue. Donc, une somme maximale de l'ordre de 365 millions de dollars pour Capgemini. A priori, ça pourrait partir là-dessus. L'entreprise américaine Bluehawk est également bien lotie avec un peu plus de 220 millions de dollars. D'accord. Ce n'est pas le premier contrat que remporte Capgemini Government Solutions avec le département de la sécurité intérieure. Les premiers accords remontent à plus de 15 ans. Il s'occupait déjà, par exemple, de la planification des détentions et des lits de centres de rétention. Bah, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, Sebzer. C'est pas que le skip tracing, c'est pas que organiser les rafles, c'est organiser un peu la gestion des ressources humaines. Non, c'est même pas vraiment des ressources humaines, comme ceci, voilà. Faire de la gestion des prisonniers dans les camps, quoi. Oh, c'est chaud. La planification des détentions. Comme le rappelle la CGT du groupe, qu'on salue, Sebzer dans le chat, on a la CGT du groupe qui est juste là. Dans un message publié mardi 27 janvier, c'était avant-hier, l'entité américaine se vantait dans la rubrique Histoire de clients de son site web de travailler étroitement pour aider l'ICE à minimiser le temps requis et le coût de l'expulsion de tous les étrangers illégaux expulsables hors des États-Unis. La page n'existe plus. Ah bah peut-être que la CGT de la boîte a mis un peu leur nez dans le caca et qu'ils ont été obligés de supprimer, quoi. Et après, bah bravo à la CGT. Vraiment, je le dis pour de vrai. Et c'est là que tu vois que c'est horrible. Et tu vois le truc nazi qu'il y a là-dedans. C'est vraiment, il y a un truc de l'ordre du nazisme là-dedans. Et pourquoi je dis ça? Je ne prends pas le mot nazisme au hasard. Relire Johann Chapoutot. Voilà, libre d'obéir. Le continuum entre les méthodes nazies, la modernité qu'a pu prendre les méthodes du nazisme dans la Shoah notamment, et dans toute leur entreprise génocidaire et concentrationnaire. C'est en mode, on prend les dernières technologies, on optimise le truc, on industrialise le truc, et on le fait de manière moderne, quoi. Et je veux dire, à la base de ce que c'est que la gestion des ressources humaines et des techniques de management moderne, on a des gens qui étaient des nazis, littéralement. Et c'est bon, je connais pas le sujet ultra bien, mais c'est Johann Chapoutot qui a écrit beaucoup là-dessus dans son bouquin Libre d'obéir, qui est un de ses best-sellers, quoi. Et donc, du coup, c'est une des caractéristiques aussi du génocide nazi, de tout ce qu'ils ont pu faire. C'est ils ont utilisé tous les outils les plus modernes, voire même ils ont été à l'avant-garde de certains outils, pour faire des trucs d'optimisation, quoi. Vraiment, les humains sont considérés comme des choses, comme des marchandises, et on va dire, étant donné que c'est un génocide qui était industrialisé et modernisé au possible, bah, il y avait aussi cette logique d'optimisation, quoi. Voilà. Minimiser le temps requis, le coût d'expulsion de tous les étrangers illégaux expulsables hors des États-Unis. Ça, c'est ce que Capgemini s'est vanté de faire auprès de la ICE. Mais c'était pareil, la logique de faire des chambres à gaz, c'était ça. C'était en mode genre, comment on peut optimiser le fait de tuer un maximum de personnes le plus rapidement possible? Et donc, du coup, il y a tout un système industriel concentrationnaire et génocidaire qui s'est mis en place, qui était en mode genre, on va optimiser notre génocide. Voilà. Et après, donc ça, c'est le cas pour tout ce qui est la Shoah. Je veux dire, c'est ça généralisé un petit peu dans tout ce que c'était le nazisme, quoi. Il veut dire cette espèce de modernité managériale qui était présente dans le nazisme, avec un réel continuum là-dedans, qui a été tout à fait très bien documenté par Johann Chapoutot, vous connaissez probablement, quoi. Et ben là, voilà, comment ne pas penser à ça, quoi. Une boîte de conseil en informatique qui se targue de travailler étroitement avec une milice fasciste qui fait des rafles et des déportations pour minimiser le temps requis et le coût d'expulsion de tous les étrangers illégaux expulsables hors des États-Unis. Vraiment, quoi. Je me souviens, il y a un an, on avait fait des lives en mode genre, regardez, ils font exprès de... C'est ultra nazi ce qu'ils sont en train de faire, Trump. La manière dont ils se montrent, les références, l'imagerie, l'esthétique qu'ils mettent en place, la propagande, les éléments de communication. Genre, comment ne pas penser à Adolf Hitler et l'Allemagne nazie, quoi. Et il y a certaines personnes, y compris sur le chat, qui étaient en mode genre, tu forces pas un tout petit peu? Est-ce que c'est pas un peu spectaculaire ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-gaslight en tant que gauchiste? C'est vraiment à ce point-là? Il y avait des gens qui doutaient un petit peu, quoi. Même moi, parfois, j'étais en mode genre, bon, est-ce que j'en fais pas un peu des tonnes?
Mais plus le temps avance, plus je me dis, mais non, absolument pas. Ah, c'est des putains de nazis en puissance. Voilà. Merde. Oh, j'ai failli arrêter le stream sans faire exprès en cliquant sur un bouton. Attendez. Hop là. Ouais, j'ai failli faire de la merde. C'est bon, j'ai pas arrêté le stream. J'ai failli faire de l'immense merde avec mon OBS. J'ai eu très très peur. Attendez, je remets mes trucs. Question importante. Combien de boîtes françaises bossent en collaboration avec la ICE? Je sais pas exactement. Mais déjà, on en a une. Hein. On en a une. Hein. Allez, on continue. Contacté. Capgemini renvoie vers le post publié par Ayman Ezzat, le directeur général du groupe, sur son compte LinkedIn dimanche 25 janvier après l'article des observatoires des multinationales. Il y affirme, je cite, avoir récemment pris connaissance par des sources publiques de la nature d'un contrat attribuable à CGS par l'agence ICE en décembre 2025. La nature et la portée de ce travail ont soulevé des interrogations au regard de ce que nous faisons habituellement en tant qu'entreprise de services technologiques, constate-t-il. Genre, il ne le savait pas. Selon ce message, le conseil d'administration indépendant de CGS a d'ores et déjà engagé un processus d'examen du contenu et de la portée de ce contrat, ainsi que des procédures de contractualisation de CGS. Créée en 2002 à McLean, en Virginie, cette filiale américaine est soumise à un dispositif d'encadrement des influences étrangères et opère dans le cadre d'un accord spécial de sécurité, Special Security Agreement. Elle peut ainsi travailler sur des missions classifiées pour le gouvernement américain et collaborer avec de nombreuses entités fédérales, comme l'Agence de la Santé, le département des anciens combattants et donc le département de la sécurité intérieure. Donc il y a un lien privilégié entre Capgemini, une entreprise française, et le gouvernement américain, y compris avec des clauses spéciales de sécurité, quoi. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé avec McKinsey en France, quoi. On est en mode genre, attends, ils ont dépensé plusieurs milliards pour McKinsey, une boîte américaine, alors qu'ils auraient très bien pu faire les trucs en interne. Tout ça pour des résultats, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait. C'est en mode genre, alors comment détruire le modèle système social français? Et si on payait 1 milliard d'euros à une boîte de conseil américaine pour qu'ils nous donne des conseils pour détruire le système social français? Et là, c'est un peu pareil dans l'autre sens, quoi. C'est les États-Unis qui sont en mode genre, on va donner des centaines de millions d'euros à une boîte de la tech française pour optimiser nos rafles. Est-ce que ça en dirait pas long sur la société? Moi, je trouve que oui. Voilà. Capgemini était le second cabinet de conseil derrière Capgemini lors du scandale. Derrière McKinsey, tu veux dire? Ok, ouais. Bah voilà. Toujours dans les bons coups, Capgemini. Hein. Toujours dans les bons coups. Aïe, aïe, aïe. Ok. Derrière McKinsey, ouais, voilà, c'est ça. Allez, on continue. L'article est bientôt terminé. Ce statut spécial, donc de CGS, l'entité américaine de Capgemini, ce statut spécial lui impose une séparation de ses opérations par rapport au groupe Capgemini. Citation. Son conseil d'administration est contrôlé par des administrateurs indépendants américains, habilités, et la société prend les décisions de manière autonome, insiste M. Ezzat. Ces révélations ont provoqué une levée de boucliers chez les représentants du personnel de Capgemini. Sur son site internet, la CFTC condamne fermement et demande l'arrêt immédiat du contrat signé avec l'ICE. Aucun impératif commercial ne peut justifier moralement un tel contrat, argue-t-elle. Ils ont bien raison. Donc là, c'est la CFTC. CFTC, c'est la Confédération française des travailleurs chrétiens. Donc c'est pas un syndicat révolutionnaire de base. C'est un syndicat plutôt un peu CFDT corps, si je dis pas de bêtises. Mais avec les syndicats, il faut bien voir à chaque fois les spécificités entreprise par entreprise. Voilà. Il peut y avoir des gens qui sont à la CFTC et qui, dans le cadre du syndicalisme, dans une boîte précise, font du très bon boulot. Là n'est pas le souci. Je ne sais pas à Capgemini ce qu'il en est. Je pense que la CGT est bien plus based parce que Sebzer, qui est un gauchiste extrêmement solide dans le chat, lui, il est à la CGT, il n'est pas à la CFTC. Mais voilà. Je veux dire, pas ouf la CFTC, mais qui condamne fermement là-dessus. Je pense que dans ce contexte, voilà. Ils font à peu près le taf. C'est aussi dire à quel point, de toute façon, c'est injustifiable ce qui se passe. Injustifiable ce que Capgemini a à faire. Selon l'organisation syndicale, ce contrat est aux antipodes de ce que prétend incarner Capgemini. Loin de sa devise, libérer les énergies nouvelles par la technologie, pour un avenir inclusif et durable. Oh, le greenwashing, le social washing de merde, quoi. Vous êtes là pour faire du pognon, vous en avez rien à foutre d'un avenir inclusif et durable. Ça veut rien dire un avenir inclusif et durable, quoi. C'est vraiment en mode genre, on met des beaux mots pour faire notre communication de merde et derrière ça va aider les États-Unis à faire de la gestion de camps de prisonniers raflés, quoi. Enfin, genre, c'est pitié, quoi. Même condamnation à la CGT. Depuis plusieurs mois, l'organisation syndicale s'inquiétait déjà des relations entre leur entreprise et Palantir, le géant américain et mondial de l'analyse des données, dont l'un des cofondateurs, Peter Thiel, est un partisan de la première heure de Donald Trump. Interrogé par la CGT lors d'un comité social et économique en septembre 2025 sur le fait que le logiciel de Palantir soit déployé par Capgemini, la direction avait défendu ce partenariat en expliquant que le groupe de services informatiques ne faisait qu'installer les outils demandés
par ses clients. Oui, Palantir, c'est vraiment Satan. Hein. C'est genre en mode, c'est l'antéchrist. Ils sont en mode genre, on va faire advenir l'antéchrist sur Terre. Peter Thiel, vraiment, c'est un fou furieux, ce gars-là. Hein. Voilà, je veux pas faire de la psychophobie ou quoi que ce soit, mais c'est un immense zinzin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Déjà, Palantir, le Palantir, c'est un truc du Seigneur des Anneaux, c'est dans le truc de Tolkien. Pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, j'espère à peu près tout le monde. Quoi, c'est peut-être que dans la version longue, ça je me souviens plus. Non, c'est dans toutes les versions. Au début du 3, là, quand il y a Pipin, qui prend l'espèce de globe, là, il est fasciné par cette espèce de gros globe que Gandalf garde près de lui. Il le touche, il se retrouve à communiquer directement avec Sauron. Le Palantir, c'est une espèce de relique dans le Seigneur des Anneaux pour parler directement avec Sauron. Pour communiquer directement avec Sauron, l'empereur du mal, quoi. Donc en gros, le Palantir, c'est une relique pour communiquer avec l'empereur du mal, mais attention, si tu la touches, tu te fais corrompre instantanément. Donc touche pas à ça si t'es pas déjà un lourd magicien, quoi. Et le mec, il a nommé sa boîte comme ça, Palantir. Géant de la tech américaine qui travaille dans la surveillance, c'est en mode genre, je vais nommer ma boîte du nom d'une relique qui permet de communiquer directement avec le Seigneur du mal. Mais wesh, allô, quoi. Et donc du coup, Capgemini, boîte française, qui, je le rappelle, veut libérer les énergies nouvelles par la technologie pour un avenir inclusif et durable, travaille avec une boîte dont le nom est directement un hommage à une relique ayant pour but de communiquer avec les forces du mal. C'est aussi appelé pierre de vision ou pierre clairvoyante, le Palantir. Le Palantir, c'est quoi? C'est du Quenya? C'est du Quenya ou du Sindarin? Non, c'est du Quenya, je pense, à l'ancienne, en mode Noldor, non? Palantir. Il y en a qui savent si c'est du Quenya ou du Sindarin? C'est les deux langues elfiques qu'il y a dans la Seigneur des Anneaux. Le Quenya, c'est la première langue elfique, c'est ceux que parlaient les Noldor notamment, là, ceux qui sont restés au continent de l'Ouest, les elfes du premier âge. Et le Sindarin, c'est plus les elfes qui sont restés en terre du milieu, etc. Genre à fond de combe et tout. Voilà. Capgemini profite à fond du CICR. Bah, ça m'étonne pas, ça. Hein. Toutes les boîtes de la tech et tout comme ça, ils essaient de gratter un maximum d'argent public via le crédit impôt recherche. C'est CIR, c'est pas CICR, t'as confondu. Mais ouais. C'est du Quenya, ok, c'est bien ce que je me disais. On dit Sindarin, pas Sindarin. Oh, j'en sais rien, moi. Signifie en Quenya qui voit de loin. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que oui, Peter Thiel, c'est plus ou moins un genre d'empereur du mal, ils s'en cachent à peine, quoi. Donc Capgemini, ça les dérange pas de bosser avec eux. Ils sont genre, mais non, ce sont des bons clients. Eh, bah, allez vous faire enculer au pire. Voilà. Bref, côté politique, le ministre de l'économie Roland Lescure a demandé à l'entreprise de, je cite, faire la lumière de manière extrêmement transparente sur les activités qui sont les siennes. Sur cette politique et sans doute à questionner la nature de ces activités. Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Elles étaient utilisées par les Gondoriens. Merde, j'ai perdu le message. Elle était utilisée par les Gondoriens pour communiquer entre eux. Le Palantir? Bon, j'en sais rien. Ah, ça a été corrompu par la suite par Sauron? Ah, ça va alors. Ça va. À la base, c'était bien, mais c'est par la suite, ça a été corrompu par Sauron. C'est pour ça qu'Aragorn peut l'utiliser. Ok. Ah non, tu veux dire les Numénoréens? C'était utilisé par les Numénoréens pendant le second âge. Et après, Sauron, il a corrompu les Numénoréens, de toute manière, en les séduisant. Et donc, du coup, les Palantirs sont devenus des objets maléfiques. C'est ça? Ok, je pensais ça. Bref, peu importe, ça intéresse que les geeks du Silmarillion, ça. Ok, d'accord. Oui. Plutôt mardi, sur RTL, la ministre des Armées Catherine Vautrin avait estimé que, je cite, les contrats des groupes français méritent toute vigilance, et avait appelé à examiner précisément leur contenu, rappelant que le respect des droits de l'homme est un sujet. Oh, la formulation, c'est un sujet quand même, le respect des droits de l'homme. Hein. Faut pas que ça soit un angle mort, c'est un sujet. Elle a pas dit, c'est absolument fondamental. Elle a pas dit genre, à aucun moment nous devons aller dans le sens d'un non-respect des droits de l'homme. Elle a dit, c'est un sujet. Voilà, c'est un sujet. On peut au moins en discuter des droits de l'homme. Non mais wesh, c'est choufin d'être un geek du Seigneur des Anneaux? C'est pour moi non. Il y a plein de choufins fans du Seigneur des Anneaux, mais pour moi c'est pas spécifiquement choufin. C'est trop vieux, trop légendaire, trop important dans l'histoire de la fantasy et tout. On est content de ce débat. Oui, c'est un sujet. On peut au moins débattre du respect des droits de l'homme. Hein. C'est un sujet, quoi. Bref. Pour ne pas compromettre ses relations avec la nouvelle administration Trump, comme le Canard enchaîné l'avait révélé en mars 2025, Capgemini avait effacé la mention de diversité inscrite dans sa politique de responsabilité sociétale et environnementale au profit de l'équité. Donc de la même manière qu'il y a plein de boîtes américaines qui ont commencé à rogner sur la politique de DEI, donc c'est les politiques d'inclusion, hein, les politiques de DEI américaines, bah Capgemini, pour pouvoir continuer de bosser avec Trump, on fait pareil en France. Voilà. Je veux dire, non, la diversité, au final, on s'en bat les couilles, quoi. Ils sont là à dire qu'ils sont pour un futur inclusif et durable, et dès qu'ils doivent continuer à bosser avec un fasciste en la matière de Donald Trump, hop là, ils changent leur statut pour dire non, on s'en fout, nous, hein, on suit le sens du vent. Hein.
Vraiment. De toute façon, c'est normal, ils sont là pour faire de la thune. Les entreprises comme ça, et en même temps toutes les entreprises, la classe capitaliste n'en a rien à foutre. Elle n'a aucune morale. Elle agit en fonction de ses intérêts de classe et des intérêts financiers de leur entreprise. Si elle a la thune à se faire, ils y vont. Ils s'en battent les couilles. Pour eux, effectivement, le respect des droits de l'homme n'est même pas un sujet. C'est chaud. Il répondait à un courrier de l'ambassadeur des États-Unis en France qui demandait aux entreprises françaises de revoir leur position en matière de lutte contre les discriminations si elles souhaitaient continuer à travailler pour le gouvernement américain. Voilà, donc il y a Hitler qui leur dit par contre, vous allez virer vos employés juifs si vous voulez continuer à faire du business avec nous, et ils s'exécutent. Si on veut faire une petite analogie avec le nazisme, c'est l'équivalent. Hein. C'est comme toutes ces boîtes, dont des boîtes américaines, des boîtes européennes, toutes ces boîtes qui, avec la montée du nazisme, étaient en mode genre, il y a la thune à se faire, et soutien critique à Hitler, quoi. C'est exactement la même chose. Comparaison n'est pas raison, on peut pas dire que c'est pas à 100% la même chose Hitler et Donald Trump, il y a des vraies différences, et évidemment qu'il y a énormément de différences, mais il y a quand même des points communs, on peut commencer à les dresser, et là c'est exactement la même logique. Les entreprises, quand le vent tourne et que le fascisme vient poindre le bout de son nez, ils s'en battent les couilles. S'il y a de l'argent à se faire, ils suivent, parce que c'est dans leur nature, pour des raisons purement économiques. Il n'y a pas de morale dans l'économie de marché. Il y en a un tout petit peu parfois, mais c'est l'exception la morale, c'est pas la règle. La seule morale, c'est celle de la thune. Si elle a la thune à se faire, si ça permet de générer du bénéfice, on y va. Le vent tourne, on n'en a rien à foutre, quoi. Voilà. Et moi, c'est pour ça que je suis communiste aussi. Tout simplement. Tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Ouais, faut s'adapter, hein, c'est ça. Voilà, on peut pas rester des herbivores dans un monde de carnivores, comme disait Macron, finalement. C'est un peu pareil. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vous propose de lire le communiqué de la CGT. Et puis voilà. En effet, il y a des différences. Il y en a un qui est autrichien et l'autre américain. Oui, voilà, ils n'ont pas la même moustache. Il n'a pas de moustache, Trump. Mais à part ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, on va lire le communiqué de la CGT Capgemini. Pour voir un peu. Parce qu'au moins, en interne, et c'est là qu'on voit aussi l'utilité du syndicalisme. Parce que le syndicalisme, ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à appeler à la grève, etc., etc. Dans le cas des entreprises, ça peut servir à défendre les droits des salariés, des travailleurs, évidemment. C'est aussi beaucoup à ça que servent des syndicats, tout simplement. Aller négocier, ou par le rapport de force, par la grève, des augmentations de salaire, des meilleures conditions de travail, lutter contre des plans de licenciement, etc. Mais quand les choses se politisent un petit peu, quand l'entreprise décide de suivre le sens du vent, quand le sens du vent va du côté du fascisme, c'est aussi le rôle des syndicats, quand ils sont solides et quand ils sont politisés, comme par exemple c'est le cas de la CGT. La CGT Capgemini, ça a l'air carré de fou en tout cas, en témoigne Sebzer dans le chat. C'est aussi le rôle, ça peut aussi être le rôle des syndicats en interne des entreprises. Être comme déjà aussi de la résistance, de la même manière que ce qui se passe par rapport à la ICE à Minneapolis, dans le Minnesota et aux États-Unis, et il commence à y avoir quelque chose de l'ordre de la résistance qui se met en place, et au sein des entreprises qui collaborent, finalement, allez, on va utiliser les termes associés, au sein des entreprises collabos comme Capgemini, il peut y avoir une résistance en interne qui s'organise, à une seule condition, c'est qu'il y ait une organisation collective des travailleurs. Et jusqu'à preuve du contraire, quand même, l'organisation collective des travailleurs au sein des entreprises, très souvent, ça se fait via les syndicats. Et c'est aussi pour cette raison-là que dès que le fascisme arrive, il y a une répression antisyndicale qui s'abat. Il y a pas, ça n'existe pas. L'extrême droite qui n'est pas antisyndicale n'existe pas. L'extrême droite et les fascistes, par nature, par essence, sont antisyndicaux pour les raisons que je viens de dire, quoi. Donc c'est pour ça, plus ça va aller, plus ça va se barrer en couille, plus apporter son soutien à des syndicats comme la CGT au sein de Capgemini, ça va être utile. Parce qu'à un moment donné, ces boîtes-là, elles vont commencer à pratiquer de la répression antisyndicale de manière féroce, appuyée par un pouvoir d'extrême droite fasciste, et c'est ça qui va se passer. Hein. Voilà, c'est de la même raison que Elon Musk, il veut pas de syndicats. Elon Musk, il est en mode, interdiction d'avoir des syndicats dans mes boîtes. Il y aura pas de syndicats, point à la ligne. Voilà. Il y a une raison à ça. Et c'en est une bonne illustration. Donc on va lire le communiqué de la CGT Capgemini. Capgemini au service des fascistes? La réponse est oui, hein. Assurément. L'argent n'a pas d'odeur, mais il commence fortement à avoir le goût du sang pour Capgemini. Depuis 2007, notre employeur, donc je parle au nom de la CGT Capgemini, notre employeur collabore activement à développer des solutions logicielles pour l'ICE, Immigration and Customs Enforcement. Rien n'a été laissé au hasard dans ce communiqué. Fasciste, quand même un petit point d'interrogation, et collabore dans les deux premières slides. Il y a une raison. Il y a une raison. De la même manière, c'est ce que je viens de dire, j'ai pas lu le communiqué. Mais à un moment donné, quand une entreprise commence à être collaborationniste avec le pouvoir fasciste, il faut qu'il y ait une résistance qui se mette en place et elle peut se faire via les syndicats. La CGT Capgemini, de ce que je crois lire, a l'air d'être raccord avec ce que je dis. Hein. Ça fait plaisir à voir. Bravo aux camarades de la CGT Capgemini. Et bravo à Sebzer, c'est lui là. Il est juste là. C'est lui, Yassine, c'est Sebzer. Ces logiciels servent entre autres à optimiser le parcours de détention, à faire de la surveillance de masse des réseaux sociaux pour traquer les illegal aliens
à réduire les coûts liés au transport aérien en le remplaçant par du transport terrestre pour les déportations. Donc voilà, c'est de l'optimisation de comment on va déporter des gens après les avoir raflés. Et comment gérer les camps, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et je pense qu'il faut vraiment commencer à utiliser ce vocabulaire-là précisément, de manière généralisée, parce que c'est précisément ce qui est en train de se passer. C'est précisément ce qui est en train de se passer. Illegal aliens, c'est le terme qu'utilise le pouvoir trumpiste pour parler des... Ça veut dire étrangers illégaux, quoi. Mais alien, voilà, ça veut dire étranger, ça veut aussi dire alien, y compris en anglais, quoi. Tout ça participe à une vaste entreprise de déshumanisation, de réification. On fait des gens des choses. Et une fois que les gens ne sont plus des humains, mais sont des choses, eh ben on peut très bien les foutre dans des wagons, les déporter dans des camps, les laisser crever, et etc. quoi. Voilà. Non, je ne parle pas de toi, Alien 6. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. T'es plus là, Sebzer? T'as dû retourner bosser? T'as une réunion avec la Cégette? Aïe, 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 aïe. Dommage. Mais merci pour tes précisions tout à l'heure. Et merci de m'avoir envoyé les trucs de la CGT et tout. Ça a clairement changé le live. L'ICE a tué au moins 32 personnes en 2025, détenues arbitrairement et déporté des dizaines de milliers de personnes. Puis la violence répressive de cette milice gouvernementale s'est encore déchaînée en début d'année, quand René Nicole Good et Alex Pretty ont été froidement abattus alors qu'ils et elles s'opposaient à des rafles. Ah, t'es là? T'essaies de tout suivre. Tu demandes quoi? Non, c'est juste pour savoir si t'étais encore là. Mais je suis en train de dire bravo, force aux camarades de la CGT Capgemini, parce que là, ce qui se passe, et ça se voit vu les termes que vous avez employés, c'est de l'ordre de la résistance. Ce qui se passe par rapport à la ICE aux États-Unis, à Minneapolis, c'est de la résistance. Et je disais, là, ce que fait Capgemini avec Trump, c'est un fasciste. Ce que fait Capgemini avec Trump, c'est de la collaboration. Et du coup, ce que vous faites, la CGT Capgemini, avec ce genre de communiqué et d'action, c'est de la résistance. C'est ça que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire, vu les mots que vous utilisez, j'ai l'impression que vous êtes sur la même ligne que moi par rapport à ça. Et ça fait plaisir. Et force à vous les camarades. C'est ça que j'étais en train de dire. Voilà. Cela va pourtant à l'encontre des valeurs affichées par le groupe, comme on l'a dit tout à l'heure. Depuis sa fondation, Capgemini est donc naturellement enclin à un respect inébranlable des droits humains. Ah ouais. Et nous considérons que c'est une condition préalable à la réalisation de notre ambition d'avoir un impact positif sur toutes les parties prenantes de notre écosystème. Ah, mais quelle bande de connards, quoi. Ah, le social watching, quoi. Aïe, 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 aïe. Donc ça, c'est une citation de Eman Ezad, dont on parlait tout à l'heure, le PDG du groupe Capgemini. Voilà. Human Rights Policy, hein. Sachant que toutes les ONG qui sont pour la défense des droits humains, comme Amnesty International par exemple, dénoncent toutes unanimement ce qui se passe avec la ICE comme étant comme allant massivement à l'encontre du respect des droits humains, quoi. Donc vraiment ces gens-là, faut les traîner en justice. Je suis désolé, quoi. Pendant ce temps, les millions de dollars continuent à rentrer pour Capgemini. On parle de plusieurs centaines depuis 2007. Voilà, la CGT Capgemini est déjà basée politiquement, mais en plus ils savent communiquer, ils utilisent des mèmes. Voilà, mais ils n'ont pas non plus mis 10 000 mèmes, quoi. C'est pas en mode salut les gens, alors comment ça va? 6-7 les gens. Ils ont juste mis un petit mème comme ça. Voilà. Capgemini qui regarde un contrat juteux au service de la police nationaliste de Trump, au détriment effectivement des valeurs de la diversité d'éthique affichée. Utilisation d'une mème efficace, pas cringe, bravo. La CGT Capgemini exige la fin immédiate et sans réserve de la collaboration de Capgemini avec l'ICE. La CGT se bat pour la paix et le respect des droits humains les plus fondamentaux. Abolissons l'ICE. Voilà, il n'y a pas d'autre mot d'ordre à avoir. Il n'y a pas d'autre mot d'ordre à avoir. Et d'ailleurs, on voit que chez les démocrates américains, tout le monde ne dit pas abolissons l'ICE. Zoran Mamdani, il a dit we must abolish the ICE. L'establishment démocrate historique, ils disent le problème, c'est la gestion de Donald Trump, de l'ICE par Donald Trump. Mais ils ne sont pas pour abolir l'ICE en soi. Il y a une bonne raison à ça. L'ICE existait déjà avant Donald Trump. Ces centres de rétention pour illegal aliens existaient déjà sous Obama. Sous Obama, on en avait grave parlé déjà sous Obama. Il y avait des familles dans des camps de rétention parce que c'était des illegal aliens, quoi. Et donc Donald Trump s'est appuyé là-dessus en grossissant le truc. On en est en rapport effectivement fasciste à tout ça, là, mais il y avait un déjà sous Obama. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la position à avoir, c'est abolissons l'ICE, point. C'est pas réformons l'ICE pour avoir une police aux frontières et des rafles moins violentes. Ça, c'est une position de con. Voilà. Encore une fois, les CRA en France. Oui, voilà, c'est ça. Les CRA en France existent de la même manière que l'ICE et cette politique inhumaine anti-immigration existaient déjà sous Obama. Mais il y a quand même plusieurs paliers qui ont été franchis sous Trump, avec la communication qu'il faut autour, la militarisation à outrance de l'ICE, le renforcement de ça et l'établissement de ça comme étant quasiment une milice privée, avec toute une politique d'intimidation de la population américaine qui est faite par cette police d'immigration. Donc il y a quand même des choses qui sont nouvelles avec Trump qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main. C'est pas parce qu'il y a un continuum qu'il ne faut pas s'inquiéter précisément des mutations qui ont été effectuées dernièrement. Voilà, ça je tiens à le redire. C'est parce que ce sont les démocrates qui ont mis en place l'ICE. Non, c'est pas les démocrates, c'était George W. Bush. Mais les démocrates l'ont pas aboli dans tous les cas. De toute façon, l'establishment démocrate, qu'ils aillent se faire enculer, évidemment. Évidemment, les États-Unis, c'est les républicains et aussi les démocrates. Voilà. Ils ont évidemment leur part de responsabilité là-dedans.
Voilà. Mais quand même, regardons les spécificités du pouvoir trumpien par rapport à la AS et par rapport à la politique migratoire. Il y a quand même un truc nouveau, et c'est pas parce qu'il y a un continuum qu'il faut passer sous le tapis tout ce qu'il y a de nouveau et juste dire ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Voilà, regardons les choses dans la finesse, et quand on regarde les choses dans la finesse, Trump a franchi d'écran. Il est passé, enfin voilà, il a un rapport fasciste à tout ça qui n'était pas à ce point-là sous Obama, et même sous le premier mandat de Trump, et même sous Joe Biden, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas ça pour sucer Obama, encore une fois. Obama a lui aussi du sang sur les mains. Mais bon, vous m'avez compris, quoi. Ok, bah très bon communiqué de la CGT, hein. Force aux camarades, hein. Évidemment, force aux camarades. Mais on va finir avec ça. Il y a une pétition, du coup, apparemment, qui a été lancée. Donc la pétition, c'est directement Setzer, donc qui est co-secrétaire de la CGT Capgemini, qui me l'a envoyé. Donc parfois il y a des pétitions, je me dis bon, ça a l'air un peu d'être de la merde, je sais pas trop, genre souvent ça sert un peu à rien. Mais là je vais quand même vous la relayer, puisque c'est directement la CGT Capgemini qui me l'a envoyé via Setzer dans le chat, donc autant y aller. Voilà. Hop là. Donc du coup, fin de collaboration immédiate entre Capgemini et ICE. Bon, je pense que ça va être un peu une redite de tout ce qu'on a dit, donc je vais pas forcément le lire, mais je vous la relais en tout cas. Si vous voulez signer la pétition pour tenter après de faire pression déjà en interne par rapport à Capgemini, je pense, sur Ayman Ezzat, sur le PDG de Capgemini, n'hésitez pas à signer la pétition. Tout ça, quoi. Voilà. Je la mets dans le chat. Allez-y. Allez-y. Voilà. Vraie question, mais pour les gens de la CGT Capgemini, la meilleure action ne serait pas de démissionner. Je trouve que ça fait très dissonant de vouloir faire changer cette entreprise et continuer à travailler dedans, alors qu'elle a fait son argent avec des fachos. À renier ses valeurs, même si ça fait très bullshitimo. Même s'il stoppe de bosser avec Lice, ça n'efface pas ses actions et son ADN reste le même. Mais à un moment, autant faire pression en interne, parce que sans ça, normalement, si tous les gens qui peuvent tenter de résister en interne se barrent, Capgemini aura les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. Donc non. Au contraire, c'est l'organisation collective au sein des entreprises qui peuvent faire bouger les choses et faire changer les entreprises. Si tout le monde se barre, normalement, ils ont les mains libres, quoi. Voilà. Les trucs de quiet quitting, etc. C'est un rapport très individuel à tout ça, et un rapport très sur l'ordre de la morale, quoi. C'est genre, nous ne pouvons pas travailler avec ces gens-là, donc on se casse. Ça peut être un moyen de pression. Voilà, s'il y a des défections majeures au sein de Capgemini, mais je suis sûr qu'ils pourront trouver des employés de merde, les remplacer pour pouvoir avoir les mains libres. Donc non, au contraire, il faut rentrer dans le rapport de force, faire de la politique en s'organisant collectivement avec les travailleurs de Capgemini. Voilà. Se barrer, ça serait presque un aveu de défaite. Ça peut être un outil aussi, mais non. Ça peut être un outil, mais c'est un peu du cas par cas, quoi. Si vraiment il y a des employés qui carrient totalement la boîte et la boîte s'effondre s'ils sont plus là, vous voyez, dire attention, on va se barrer, ça peut être un moyen de rentrer dans le rapport de force. Mais si on veut se mettre en action politiquement via l'organisation collective, c'est pas en se virant que ça va se passer, quoi. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet. On va passer à la suite, hein, parce que déjà, il est déjà 11h37 et il y a pas mal d'autres sujets qu'on va voir, mais voilà, en tout cas, vraiment dinguerie cette histoire. Les défections feront les bonnes affaires de la direction dans le contexte d'un plan de départ volontaire de 2400 suppressions de postes. En plus, évidemment. Déjà, ils veulent virer 7% de leur masse salariale, quoi. Donc, si tous les gauchistes de la boîte se cassent tous en même temps, ils vont juste être en mode, tant mieux. Super. On ne paye pas d'indemnité de licenciement, et c'est ceux qui nous cassent les couilles qui se barrent. Emballer, c'est peser. Donc, non, voilà. Comme iTélé où tous les bons journalistes sont partis, puis maintenant on a CNews. Alors après, encore une fois, parfois ça peut finir aussi en démission, évidemment. Mais je veux dire, autant tenter de rentrer dans un rapport de force, mais un vrai rapport de force, voire même de résistance. Voilà. Et c'est quand même ce qu'a l'air d'être en train de faire la CGT Capgemini, qu'on salue. Voilà. Donc ceux qui regardent ça sur YouTube, n'hésitez pas à aller soutenir la pétition là. Je viens de mettre dans le chat, je la mettrai aussi dans la description YouTube. Relayez ça autour de vous. Et puis voilà, et syndiquez-vous aussi, tiens. Voilà, si vous êtes dans des boîtes comme ça sert à quelque chose. S'organiser collectivement entre travailleurs pour résister face à l'ascension fasciste, c'est utile, et quand même, c'est plus pratique de le faire via un syndicat, généralement. Donc n'hésitez pas à vous syndiquer et de rentrer dans le rapport de force avec la direction s'il le faut. On peut le faire. On a le droit encore de le faire en France. Profitons-en. Voilà, donc abonnez-vous et syndiquez-vous surtout. Et nique la ICE, nique Trump et nique Capgemini, bien sûr.